Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Isabelle, on entre dans l'univers de celles qui osent créer là où personne ne les attendait. Un parcours entre mots, émotions et transmission, et un jour le choix audacieux de bâtir sa propre maison d'édition pour donner aux histoires la place qu'elles méritent. Ce mois-ci, on explore ce que ça demande de se dépasser pour apprendre. Ces moments où l'expérience devient la seule boussole et où celles qui avancent malgré le doute finissent par tracer un chemin que personne d'autre n'aurait pu dessiner à leur place. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Isabelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour l'invitation. Alors, on est ensemble pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est important pour toi, que tu connais bien, mais qui est aussi important pour toutes les femmes et c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Est-ce qu'avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous dire qui tu es? Alors s'il fallait que je me définisse, je dirais que j'ai toujours aimé les histoires. Moi, depuis enfant, j'aime les histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires et en grandissant, en vérité, je me suis rendu compte que j'ai occupé des postes qui étaient tous en lien avec ça. Dans la communication, il fallait raconter l'histoire de l'entreprise. J'ai été journaliste. Bon, fatalement, on raconte des histoires. Puis j'ai été prête-plume. Oui, j'écoute les histoires des dirigeants, les parcours d'entrepreneurs, les parcours de vie. Et là, la maison d'édition, c'est encore une fois des histoires qu'on met en lumière pour transformer les autres. Donc finalement, je crois que mon fil conducteur, ce sont les histoires. Et du coup, aujourd'hui, tu as bâti toute une structure d'accompagnement d'auteurs. Oui, donc aujourd'hui, effectivement, je fais de l'accompagnement d'auteur, ce que je faisais déjà en tant que prête-plume. Avant, j'étais à la fois prête-plume et à la fois coach d'auteur. Donc, j'aidais les entrepreneurs, ils avaient juste une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur, ça a 50 idées à la minute. Donc, quand il se retrouve face à une page blanche, chapitre 1, il est complètement perdu parce que c'est trop brouillon, donc il faut structurer. Donc, c'était vraiment l'accompagnement depuis l'idée jusqu'à la fin, jusqu'à la publication et le marketing et les relations presse. Et il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'en vérité, je faisais déjà le travail d'une maison d'édition, mais sans en avoir le nom. Alors depuis, octobre 2025, j'ai créé la maison d'édition Prochain Chapitre, qui s'inscrit, vraiment c'est une maison d'édition, de non-fiction et qui est vraiment justement sur ce que je souhaite transmettre, c'est-à-dire les fameuses histoires, les fameux, messages que les experts peuvent donner aux lecteurs et pour transformer leur vie. Là, on est sur des livres du coup qui sont, qu'on doit plus voir comme un outil, bienveillant, un outil qui accompagne, un outil qui transforme, un outil qui nous permet de performer, tu vois? Et c'est vraiment pour ça que j'aime la non-fiction. Un outil d'inspiration aussi. Exactement. Alors, justement, du coup, tu as commencé un petit peu à nous raconter ton parcours, les étapes que tu as franchies pour en arriver là. Est-ce que ça a été un cheminement logique? Les étapes se sont enchaînées les unes après les autres, assez facilement, assez logiquement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des vrais tournants, des vraies décisions fortes que tu as dû prendre pour arriver où tu es aujourd'hui? Alors mon parcours est tout sauf linéaire. Pour te dire, même depuis le tout départ, je fais une fac de droit pour finalement, à la fin de la fac de droit, faire communication. Tu vois, ça commençait mal. On voit bien que j'aime les chemins de traverse. Où ça commençait bien. Parce que peut-être aussi, à la fin de tes études, tu t'es un peu plus écoutée de, qu'est-ce qui, en fait, me passionne et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Oui, mais en vérité, à chaque fois, je me suis toujours écoutée. La famille, l'œil extérieur dira souvent que, j'ai un parcours, très éclectique, alors qu'en vérité, en tout cas moi, j'y vois une cohérence évidente. Donc, parce que j'ai commencé comme maquettiste presse, tu vois? Donc je faisais les maquettes des journaux. Ensuite j'ai été, maquettiste, chez l'annonceur, en agence de publicité. Puis j'étais graphiste, j'étais responsable du pôle graphique chez Nuxe Cosmétiques. Donc tu vois, là, on est, vraiment sur la valorisation des produits de beauté, en France et à l'export dans 60 pays. Donc vraiment travailler la communication sous toutes ses formes, tu vois? Et puis ensuite, petit à petit, j'évolue, je deviens chargée de communication,
Puis après, ça devient, je change encore en intégrant une agence de relations presse. Donc à chaque fois, ce sont des chemins différents. On dira: «Mais c'est bizarre», mais ça reste de la communication, mais sous plein d'autres formes et comme j'avais à chaque fois envie d'explorer, d'aller toujours plus loin, donc c'était vraiment, l'occasion qui se présentait. On me proposait un poste et je disais: «Allez, pourquoi pas?» et j'y allais, alors que je suis, maman de 2 enfants, donc c'était hyper risqué, en vérité. Tous ces changements, c'était hyper risqué, mais je ne sais pas pour quelle raison, je ne voyais jamais le risque. Moi, je voyais toujours l'opportunité et l'envie de faire quelque chose. Donc c'est comme ça que petit à petit les choses ont avancé jusqu'à ce que je fasse un gros burn-out. Je craque complètement. Là, je suis en plein divorce, je perds mon père, au boulot ça va pas, je me lève pas un matin. Enfin vraiment la catastrophe et je vais voir le psy, du travail et il me dit: «Qu'est-ce que vous faites?» À cette époque, j'étais chargée de communication. Donc je leur dis, de façon un peu générique: «Chargée de com», quoi. Et et on me dit: «Non, non, mettez un verbe sur ce que vous faites» et je dis: «Bon, bah, très bien, moi j'écris des communiqués de presse, j'écris des brochures, j'écris des flyers, en fait, il vous écrivez?» et je dis: «Oh oui», j'avais pas réalisé. En fait, je me c'était mon métier, mais sans même m'en rendre compte et c'est comme ça que je suis rentrée petit à petit dans l'édition. Donc ça, c'était le cheminement, on va dire, pour arriver, le p au secteur dans lequel tu évolues aujourd'hui et comment tu as vécu cette transition vers la maison d'édition? Pour la maison d'édition, c'était vraiment très logique. Tu ça fait 10 ans que je navigue déjà dans le monde de l'édition, que je vois le fonctionnement des maisons d'édition et j'avais envie de créer une maison qui ne ressemble, à aucune autre, une maison, qui était bienveillante, une famille en vérité. Je crois que c'est ce que j'avais envie. D'ailleurs, une maison, tu vois? Donc j'avais envie de créer une famille avec, bienveillante et surtout le maître mot qui accompagne. Ça, c'était vraiment l'élément de friction, je trouve, dans les grandes maisons d'édition. C'est l'auteur est un peu seul face à son projet et moi, j'avais envie d'être, j'ai un profil très nourricier, faut le savoir et donc j'avais envie d'accompagner mes auteurs avant, pendant et après. Donc avant, c'est vraiment comme je te disais, un entrepreneur, c'est pas un auteur, c'est pas un écrivain, donc il est complètement perdu. Pendant, parce qu'il y a plein de phases de doute, c'est compliqué, il faut rebooster, il faut vraiment coacher, il faut rassurer, rappeler aussi pourquoi on fait ça et puis, le après, bah, il y a toute la partie, marketing, relations presse et recherche de visibilité et cette maison d'édition, en fait, pourquoi est-ce qu'elle existe? Sa singularité, ce qu'on retrouve pas ailleurs, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement de carrière. J'avais envie de rechercher des opportunités de conférences, d'appeler des salons professionnels, savoir si mes auteurs peuvent être speakers, appeler un appeler la CCI, appeler le MEDEF. «Tiens, j'ai un auteur sur ta thématique, est-ce qu'il pourrait» et ça, c'est important pour moi, en fait, de rechercher des visibilités pour que le livre vive, mais également que la carrière de l'auteur puisse progresser et ça, on Alors le retrouve pas ailleurs. ouais, on a du coup, suivi un petit peu ce fil conducteur qui vient de ta passion, de toi, en fait, hein, de ce que tu aimes dans la vie. Est-ce que tu arrives à identifier un peu la compétence phare qui suit ce fil conducteur, que tu as peut-être développé, tout au début de ta carrière, mais qui t'a été utile tout le temps? Je pense que c'est l'écoute. L'écoute active, tu vois? Vraiment, je prends le temps d'écouter, les que ce soit écouter le justement les consignes, mais écouter, le message à transmettre. J'adore les parcours d'entrepreneurs. Donc quand il fallait être près de plume, donc la particularité, c'est que je suis la vraie hypersensible, tu vois? Et toute ma vie, j'ai pensé que c'était une malédiction, vraiment, cette hypersensibilité et en vérité, je me suis rendu compte que pour l'écriture de dirigeants et de thérapeutes, c'était une bénédiction. Parce qu'en vérité, j'arrivais à me mettre à la place de l'auteur, de comprendre ses émotions, ce qu'il avait besoin de transmettre. Souvent les auteurs me disaient: «Mais comment tu sais ça? Je te l'ai même pas dit». Oui, je le sens, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je le sens, je le sais et j'arrivais également à me mettre à la place du lecteur, c'est-à-dire ses souffrances, ses points de douleur. Parce qu'en vérité, quand on écrit un livre, il faut vraiment appuyer sur les points de douleur pour que le livre corresponde à la cible. Donc finalement, j'arrivais vraiment à comprendre les douleurs de la cible, du lecteur et écrire le livre qui devait en découler. Du coup, tu pourrais, à ton niveau, dire que tu as élevé l'empathie au niveau d'une de tes compétences, que tu t'en sers au quotidien comme une compétence.
complètement et qu'il faut pas le voir comme un défaut, vraiment. Ouais, mais c'est du coup quelque Après chose qui justement je pleure pour beaucoup. pour beaucoup de gens, justement l'empathie, c'est quelque chose qu'on cache un petit peu, qu'on peut se peut-être se permettre un peu plus dans son, on va dire dans sa sphère privée plutôt que dans le côté professionnel. On essaye de mettre ses limites, de mettre des murs, des barrières, de se protéger et cetera. Alors qu'en fait, en travaillant l'empathie pour la doser, pour, justement pas se laisser submerger par, la personne qu'on a en face de nous, mais qu'elle nous soit utile, ça peut devenir une vraie compétence hyper utile et hyper forte. Oui, je le crois, vraiment. Là, dans ce parcours avec, cette finalisation autour de la maison d'édition dans laquelle tu es aujourd'hui, tu penses que tu as encore, justement, des compétences, que tu dois développer, que tu dois travailler? Tu sens que tu dois t'affiner avec ce nouveau changement de regard finalement, puisque tu écris plus, tu accompagnes? Je crois que ce qui m'est le plus difficile et c'est aussi lié toujours pareil par rapport à l'empathie et l'hypersensibilité, c'est l'implication. C'est que je suis vraiment, mais à fond, à 2000 avec, mes auteurs. Je suis surinvestie et sur le long terme, je ne sais pas si c'est une si bonne chose que ça. Parce que, évidemment, mes attentes en réciprocité aussi est importante. Donc on peut être déçu, tout bêtement, hein, du comportement de personnes ou alors, on s'implique tellement qu'on en est fatigué. Donc pour mieux structurer, l'entreprise par la suite, il faudra vraiment que je fasse attention à ce point et que je fasse, alors je vais pas ne plus m'investir, c'est pas possible, hein. On va pas se changer, mais en tout cas essayer de mieux, canaliser ce ce flot. Et donc en préparant l'épisode, on en a parlé ensemble, le secteur, de l'édition, c'est pas un secteur facile. Ça a pas été facile pour toi de construire ton projet et de t'implanter dans le secteur. Comment tu as vécu les choses et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, alors peut-être pas dans le même secteur que toi, mais en tout cas qui se dirigerait vers un secteur, sur lequel on n'attend pas forcément une femme, sur lequel on n'attend pas une femme à ce niveau-là, sur lequel on n'attend peut-être pas non plus un nouvel acteur. Tu vois, toutes ces situations dans lesquelles on n'est pas forcément le bienvenu. C'est certain que lorsque j'ai annoncé que je montais ma maison d'édition, une partie des ont été très vraiment bien réagi, m'ont beaucoup encouragée, mais une partie, a été très sévère. Au mieux, on me disait: «Elle est courageuse celle-là». Mais c'est surtout, ils ont projeté leur peur, classique, parce que l'édition est un monde très difficile à l'heure où les personnes lisent de moins en moins, sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. L'attention est très, très courte. C'était, un vrai défi en ce moment, plein de maisons d'édition licencient en ce moment. Donc en fait, il fallait surtout pas tellement supprimer le monde de l'édition, mais changer et mettre de nouvelles règles. Parce que c'est vraiment un monde archaïque qui est fait comme on a toujours fait et je pense que c'est ça l'erreur et si on continue comme ça, effectivement, on va tous aller dans le mur. Donc il fallait de nouvelles règles, réinventer les choses et pour ça, il fallait un esprit neuf, quelque chose de nouveau, de différent. Donc en ce sens, je pense que, i je suis arrivée là où on m'attendait pas, c'est certain. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est, «Mais pour qui elle se prend?» Qui c'est cette fille? C'est premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, j'ai 52 ans, j'en parais 35. Troisièmement, je suis racisée. Ça fait quand même beaucoup de sujets, avec des détracteurs qui quand même sur, LinkedIn ont été m'écrire sur les commentaires, «Mais depuis quand les noirs savent lire et écrire?» Donc on voit que il y a un peu de tout, les commentaires ont été assez violents. J'ai eu du mal au début à les accepter. Et aujourd'hui, je ce n'est que du bruit. Je les entends même plus parce que là où tout le monde disait: «C'est risqué, dis donc il faut beaucoup de courage» et tout ça, moi j'ai la ligne directrice, je sais où je vais et j'y vais quoi. J'y vais, c'est vraiment mon prochain chapitre à moi aussi, tu vois? Et qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Tu vois, quelles compétences un petit peu tu actionnes pour te dire, «Je lis pas, je passe à côté, moi je sais où je vais». Bah, tu sais, pour inspirer aussi un peu les femmes qui seraient dans cette situation, qui recevraient des critiques, comment tu fais face à ça? Alors c'est drôle parce que je crois que toute ma vie, j'ai entendu, tu vois, mes proches m'ont dit: «Mais comment ça se fait que tu y vas toujours avec la foi, mais comme si c'était la première fois?» Tu vois? Moi, j'y vais toujours. Je me pose pas beaucoup de questions, j'y vais. Alors, certains diront que je suis naïve ou folle.
c'est possible. Moi, je pense que surtout, je suis passionnée. Je suis passionnée, j'ai envie et j'ai pas envie que d'autres personnes entravent mon chemin. Donc tu sais, je pense j'arrive pas très bien à faire la différence parce que là, je fais appel à une coach qui pourrait nous écouter. Tu sais, souvent, je dis que j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi en tant que femme. Tu vois? Je suis, réservée, sur un mais en revanche, j'ai vraiment confiance en mes compétences. Je sais ce que je peux accomplir, la masse de travail que je peux démolir. Tout ça, tu vois, genre, je connais mes limites aussi. Je sais dans quoi je suis bonne, en quoi je suis pas très bonne, et je respecte ces 2 côtés. Donc en fait, je pense qu'à chaque fois, ce qui me permet d'avancer et de faire fi de commentaires comme ça, c'est en fait ma passion et l'envie de faire, l'envie d'oser. Et finalement, on devient légitime, c'est toujours pareil, on devient légitime en faisant. Peut-être un petit combo entre naïveté, passion et prise de recul. Oui, parce que je pense que j'avais pas la posture avant de monter une maison d'édition, j'avais pas la posture de comment dire? D'une porteuse de projet comme ça, tu vois? Mais en créant la maison, en contactant les auteurs, en y allant, en fait, plus j'y allais et plus la machine s'est mise en route, tu vois? Et c'était évident, c'est devenu évident. Tu as Au créé départ, ta j'avais pas place et puis après tu t'es je me développée suis dans la place que tu avais créée, quoi. Et justement, en tout cas dans plein d'autres secteurs, un des barrières un peu qu'on met aussi beaucoup aux femmes, c'est leur légitimité par rapport à des diplômes, par rapport à des expériences précédentes, en leur disant, «Moi j'ai, tant de trucs, j'ai un diplôme en ci, en ça». Comment toi tu as réussi à t'affirmer en n'ayant pas d'expérience en maison d'édition avant? Alors tu écrivais déjà, mais on a vu que c'était pas exactement les mêmes compétences et en n'ayant pas, spécialement suivi de formation qui pourrait accréditer de, ton expérience à mener ce projet à bien. Comment tu t'affirmes sur ce point-là? alors, en maison d'édition, tu vois, lorsque je travaillais, en tant que plume, donc effectivement, je n'ai vu que la partie édition, on va dire. Sauf que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan que je ne connaissais pas. Donc, tu sais, c'est un peu mais je pense que ça, c'est un peu le propre de l'entrepreneur, tu vois? Tu vas, enfin, en tout cas moi, j'y vais, je saute et j'ai tellement, tellement confiance en le chemin que je sais que je vais attraper une branche, construire un truc et tout ça. Il va se passer quelque chose, tu vois? Et au départ, j'ai beaucoup pensé que le costume était trop grand pour moi. Je me suis dit: «Mais pouf, encore une fois, ils ont peut-être raison. Pour qui elle se prend?» Parce qu'il faut pas croire, hein, des fois, tout ce qu'ils disent, ça rentre. Donc je me suis dit: «Ils ont peut-être raison, le costume est un peu grand, il y a des compétences que je n'ai pas, comment faire?» Donc moi, je me suis beaucoup entourée, je me suis entourée de personnes qui avaient ces compétences-là, et en vérité, je me rends compte que oui, le costume, il manquait peut-être ça, sur la manche. C'était un petit peu court, c'est vrai. Mais finalement, tu vois, au fur et à mesure des mois, ben, la manche, elle arrive pile poil et finalement, le costume, en fait, il a ma taille. Et c'est pas grave si au début, les manches, elles sont un peu courtes. En fait, c'est pas grave, c'est normal, c'est en faisant qu'on apprend et que tu sais, là, depuis le début de la maison, je crois que j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles et inimaginables. Mais toutes, hein, et c'est OK. Je les ai juste corrigées et là, j'ai dit: «OK, là, j'ai compris, là, c'est un gros mur quand même». Là, ça m'a trop retardé, et cetera. Bon, voilà, j'ai fait des erreurs et je les accepte et au contraire, ça sert d'expérience pour les prochaines fois. Donc, moi, je m'arrête pas du tout sur ça, quoi, tu Mmh, vois? mmh. Faut vraiment avancer, continuer à avancer. Et puis tu as dit un mot hyper important, c'est que tu t'es entourée. Donc même si effectivement on se dit qu'on n'a peut-être pas 100 des compétences nécessaires, acquises à 100 chacune, en fait on est entouré de plein de personnes qui maîtrisent ces compétences et que, s'entourer, c'est aussi une des solutions pour, retrouver cette certaine légitimité dans le projet dans sa globalité. Oui, complètement. On arrive déjà, à la fin de notre échange. Ça passe très vite. Mais avant de se quitter, c'est le moment de ton petit challenge. Mmh. Mon petit challenge à tes auditrices, je dirais de noter sur un papier cette idée, ou ce projet que certains diront, voilà, un projet fou ou que des personnes, pensent, irréalisable ou trop risqué.
de le noter vraiment sur un papier, de le regarder en face. Moi, je suis très carnet et stylo, tu vois? Donc je matérialise vraiment les choses en les écrivant. Donc écrire sur un papier, regarder et se dire: «Et si la personne se trompait? Et si finalement c'était possible? Et si finalement, oui, je pouvais, comme moi, monter une maison d'édition, alors qu'il y a déjà des mastodontes sur le marché? Oui, c'est possible». Donc tu vois? Et se dire: «Bah, il faut y aller et faire un petit pas comme ça». Donc noter un peu son projet fou et Oui, le noter identifier le premier pas pour, se diriger vers ce qu'on a envie d'accomplir. et comme ça, elles aussi, elles vont accomplir, leur prochain chapitre. Merci beaucoup Isabelle d'être venue partager tout ça avec moi. À bientôt. Je te remercie, à bientôt Marine. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.